Philippe Lamberts, bonjour. Vous êtes député européen, coprésident du groupe des Verts. Et ça ne se voit pas comme ça, mais vous êtes du genre fort en gueule, avec une capacité à vous indigner en séance plénière au Parlement européen. Les sujets qui vous énervent ne manquent pas. Alors, précisément au bar de l'Europe, je vous ai servi de la viande de cheval. Parce qu'il y a un sujet qui risque de vous faire monter sur vos grands chevaux, c'est la décision de l'Union européenne de retirer le Panama et 7 autres pays de la liste noire des paradis fiscaux. Une liste qui venait à peine d'être établie. On s'était trompé ? Non, je pense qu'on se fout un peu de la gueule du monde. Autrement dit, la Commission européenne avait fait une proposition quant à des critères qui permettent de classer des États membres éventuellement sur une liste noire des paradis fiscaux. Et déjà, les 28 États membres se sont arrangés pour que ces critères soient édentés de manière à ce que, s'ils venaient à l'idée de quelqu'un de les appliquer aux 28 États membres, ce qui n'est pas le but de l'exercice, ils n'apparaissent pas que certains soient des paradis fiscaux. Or, chacun sait que le Benelux, que l'Irlande, que Malte, que Chypre sont des paradis fiscaux, au moins pour certains contribuables, en général les plus gros. Et donc, déjà, les critères retenus étaient extrêmement laxistes. Ça arrive à une liste qui, certes, est mieux que celle de l'OCDE, qui comprend en tout et pour tout un pays qui s'appelle Trinité et Tobago, c'est comme si c'était deux. Alors on en avait un petit peu plus sur la liste européenne, mais franchement, on voit bien que tous les suspects habituels, tous ceux qui apparaissent dans Panama Papers, dans Paradise Papers, etc., comme par hasard, ne se trouvent pas sur la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne. Et donc les quelques malheureux... C'est assez étonnant. C'est se moquer du monde, évidemment. Et donc on voit bien que l'exercice était un exercice, enfin, a été transformé par les États membres en un exercice de pure communication. On voit bien qu'ils sont gênés. Et c'est là, en fait, qu'on mesure que, du côté des États membres, personne ne veut sortir de cette logique de concurrence fiscale qui profite aux plus riches, qui est celle en vigueur aujourd'hui. Autrement dit, chacun veut que ça continue comme avant. Et surtout, ayons l'air de faire quelque chose du moment qu'on ne touche pas au cœur de la machine de la concurrence fiscale. Donc, réformer le système fiscal, c'est une illusion au sein de l'Union européenne. En tout cas, pas prêt. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la conclusion de la commission Panama Papers ici au Parlement européen. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas une volonté politique majoritaire. Autrement dit, qu'il y ait des hommes et des femmes politiques qui, en Europe, veulent sortir de cette logique de concurrence fiscale débridée pour une logique de coopération fiscale et faire payer finalement chacun selon ses capacités, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une personne physique. Il existe une minorité importante de politiques en Europe qui veulent ça, mais nous sommes une minorité. Nous ne sommes pas la majorité. Les majorités en place aujourd'hui restent dans ce dogme néolibéral. On l'a encore entendu avec Emmanuel Macron, qui au moins, lui, assume vouloir rendre les riches plus riches. Autrement dit, pour lui, les riches, ce sont les premiers de cordée de la société et ils entraîneraient dans leur sillage toute la société. Sauf que dans une cordée, il y a une corde qui relie les premiers de cordée à tous les autres. Évidemment, ce que les rapports d'Oxfam, ce que les rapports de Piketty et autres nous montrent, c'est que cette corde n'existe plus. Les plus riches s'envolent et deviennent toujours plus riches. Un milliardaire de plus tous les jours ou tous les 2 jours. Et le reste du monde est largué, qu'il crève. Fondamentalement, comme le disait dans une parole qu'on a attribuée à Warren Buffett, la lutte des classes existe, elle est en train d'être gagnée par les plus riches d'entre nous. Alors, autre sujet qui va vous énerver, regardez cette photo, c'est Nigel Farage, député européen, fer de lance du Brexit. Et alors aujourd'hui, il dit, finalement, on pourrait revoter, on pourrait organiser un nouveau référendum. Vous avez compris ce qui passait par sa tête ? Je pense que Nigel Farage fait partie de cette catégorie d'hommes et de femmes politiques pour qui la seule chose qui compte, c'est qu'on parle d'eux. Et donc, il est un peu malheureux puisque le référendum lui a donné une majorité. Le Brexit est en train de se faire sans lui. Autrement dit, on n'en parle plus. Il a quitté même son parti. Donc, en fait, on ne parle plus de Nigel Farage. Et donc, il faut qu'il invente quelque chose pour qu'on parle à nouveau de lui. Je crois que c'est de l'écume. Il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait à peu près à quoi vont ressembler les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne après le Brexit ? Non, on ne le sait pas, mais je vais vous dire le scénario qui me semble le plus probable. Le fait qu'il y ait eu un accord de paix en Irlande, et donc cet accord impose qu'il n'y ait pas de frontière en Irlande, rend obligatoire le fait que l'Irlande du Nord, donc une partie du Royaume-Uni, reste à l'intérieur du marché unique et de l'union douanière. Donc le marché unique, c'est un grand marché sans frontières où les hommes, les marchandises, les capitaux peuvent circuler librement. Voilà. Donc la Grande-Bretagne, selon vous, va rester dans ce marché. Non, pardon, l'Irlande du Nord doit rester. Oui. Or, les unionistes nord-irlandais, c'est-à-dire ceux qui sont très attachés aux liens avec Londres, ont aussi obtenu de Theresa May qu'il n'y ait pas de divergence législative entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.
Ce qui me laisse penser que la seule solution à une équation autrement impossible est que l'entièreté du Royaume-Uni reste à l'intérieur du marché unique et de l'union douanière. Ce qui entraîne toute une série de choses, comme par exemple la libre circulation, la contribution britannique aux finances de l'Union, etc., etc. Alors, ce dont on est déjà sûr, c'est que lorsque le Brexit se produira fin mars 2019, eh bien, nous entrerons dans une période de transition qui sera exactement ça. C'est-à-dire que le Royaume-Uni continuera d'appliquer le droit européen, y compris toutes les libertés de circulation, continuera de contribuer au budget européen, continuera d'accepter les jugements de la Cour de justice, jusqu'à la fin de la période de transition. Maintenant, combien de temps cette période de transition va durer? Ça, c'est la question à 1 000 $. Et clairement, nous ne pouvons pas négocier notre future relation en 1 an et demi. Donc, on est quasi sûr que cette période de transition va durer 2, 3, 4, 5, 6 ans, je n'en sais rien. Et en fait, ce que je crois, c'est que cette période de transition risque bien de se transformer dans le statut définitif. Autrement dit, enfin définitif, rien n'est jamais définitif en politique, mais je pense que ne serait-ce que pour préserver la paix en Irlande et par ailleurs pour préserver l'accès de la City de Londres au marché européen, eh bien, les Britanniques constateront que la solution dite norvégienne, c'est-à-dire d'être membre de l'Union européenne sans l'être tout en l'étant quand même, c'est-à-dire être comme un membre de l'Union européenne mais sans siéger au Parlement européen, ni à la Commission, ni au Conseil, c'est finalement la meilleure solution. Et donc je m'attends à ce que ce soit le scénario final. Mais vous comprenez, il faut encore un peu de temps, parce que si on le disait tout de suite, certains perdraient la face. Et donc pour leur permettre de sauver la face, il faut un peu embrouiller la chose, mais je suis prêt à parier que ça sera le scénario ultime. Alors, une petite boule surprise, avec une question surprise. Couleur de la cravate de Nigel Farage. Que vous allez dire à haute voix et sans crainte. Quel est l'âge du capitaine? Non, que va-t-on faire de nos déchets, mon Alors, il faut le préciser, il faut le remettre dans le contexte. La Chine a décidé de fermer ses portes aux déchets européens et américains aussi. Est-ce que c'est une opportunité, une catastrophe? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je crois que c'est une opportunité. En effet, la Chine, mais aussi l'Inde, certains pays d'Afrique sont notre poubelle. Autrement dit, l'Union européenne importe chaque année des millions de tonnes de matières premières, les transforme dans des produits que nous consommons, et puis que nous jetons. Et souvent, ces produits sont retraités ailleurs. On les exporte vers des pays qui ne sont pas très regardants, parce que vous savez, les processus de retraitement des déchets, potentiellement, peuvent être des processus aussi polluants ou en tout cas toxiques. Donc la Chine, c'est un peu la poubelle de l'Europe. C'est notre poubelle. Et donc, cela fait très longtemps que des industriels comme Umicore disent « mais arrêtons d'exporter nos déchets électroniques, il y a plein de choses de valeur, des métaux de valeur, des matières premières dont on a besoin. Donc c'est un peu idiot de les importer une première fois sous forme de minerais, voire raffinés, de les transformer en produits, de les exporter comme déchets, de les réimporter comme matières premières retraitées. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc, de grâce, profitons de cette décision unilatérale de la Chine pour développer les filières de retraitement, de recyclage chez nous. Ce sont des filières dont chacun sait qu'elles sont riches en emplois, mais surtout, elles permettent à l'Union européenne d'avoir une moins grande dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour son approvisionnement en matières premières. Merci Philippe Lamberts d'être venu au Bar de l'Europe. Avec plaisir. Un peu de cheval. Vraiment.